Comment bien choisir son appareil photo? Tu cherches à acheter un nouveau boîtier? Eh bien, tu es au bon endroit. Après cette vidéo, tu sauras vers quel appareil te tourner. On parlera de tes besoins et des solutions proposées par les marques par rapport au matériel photo. Mais c'est juste après ça. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc justement, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Et aujourd'hui, on parle de l'achat d'un boîtier photo. Alors, il faut déjà savoir que le boîtier, c'est la partie de ton matériel qui évolue le plus vite et tu changeras au final beaucoup plus vite de boîtier que d'objectif. En vidéo, les boîtiers évoluent vraiment très vite. En photo, c'est un peu plus lent, mais les principales marques, au final, justement, te vendent les dernières innovations comme des game changers, comme si passer d'un boîtier à 20 mégapixels à un boîtier à 45 mégapixels, au final, allait faire passer ta photographie au prochain niveau. Bref, vive le marketing. C'est pour ça au final que dans toutes les publicités, en fait, les avis, les forums, etc., il faut absolument faire un tri. Et pour moi, la première chose à faire quand on veut acheter un boîtier, c'est de commencer par une liste de ses besoins. Chaque boîtier est différent et chaque photographe aussi. Donc savoir ce que tu veux photographier, c'est selon moi essentiel. Donc je te propose de prendre une feuille et un stylo ou d'ouvrir un document sur ton ordinateur et on va justement passer ensemble les différentes catégories essentielles à prendre en compte quand on veut choisir un appareil photo et à chaque fois, on va noter ton besoin dans cette catégorie pour arriver au final à ton boîtier ultime. Et puis, on va justement regarder si ce fameux boîtier existe. Et on va commencer par déjà identifier ce que tu veux photographier. Donc, est-ce que tu vas photographier du sport, du mariage, des portraits, du boudoir, des concerts, du paysage, ou tout simplement, en fait, l'utiliser dans ta vie de tous les jours en loisir? Et tu vas voir au final que ce que tu vas shooter va évidemment influencer tous les choix par rapport à ton futur appareil photo. Et on va se poser une question qui va être au final vite répondue, le choix entre l'hybride ou le réflexe. Alors c'est très simple, les marques n'investissent plus dans le réflexe, l'avenir c'est l'hybride. Au dernier salon de la photo ici en Belgique, il n'y avait même plus un seul réflexe de présenter et c'était la première année que ça arrivait. Donc si tu choisis un réflexe, tu pourras justement en trouver en seconde main moins cher et c'est pas spécialement plus mauvais, hein, mais si tu veux des mises à jour, être à la pointe de la technologie, avoir des performances actuelles, c'est évidemment vers l'hybride qu'il faut aller. Ensuite, on va passer à la taille du capteur. Tu vas devoir choisir entre le micro 4 tiers, l'APS-C et le plein format. Le micro 4 tiers, c'est petit, léger, moins cher, très compact. Mais par contre, au niveau de la profondeur de champ et donc du bokeh, le flou que tu vas avoir en arrière-plan, tu vas pas arriver à en avoir énormément. Donc si tu veux par exemple faire du portrait et que tu veux de l'arrière-plan très clair, très crémeux, ce que j'appelle moi un petit peu le bokelicious, c'est pas vraiment vers le micro 4 tiers que tu vas devoir te tourner. Par contre, pour la photo de rue où tu dois être très discret, honnêtement c'est parfait. Le plein format, tu vas vraiment pouvoir en fait tout faire avec. Avoir l'arrière-plan tout crémeux et tout le bazar. L'APS-C par contre c'est vraiment l'intermédiaire entre les deux et c'est très bon aussi, hein. Et avec ça en fait il faut voir justement la résolution. Donc c'est un peu l'argument de vente numéro un des marques actuellement, alors que franchement c'est vraiment pas le plus important. Au plus tu vas avoir de mégapixels, au plus tu vas pouvoir cropper, donc en fait recadrer dans ton image et ne pas perdre en qualité. Un deuxième élément à prendre en compte pour la résolution, au final, c'est la plateforme de diffusion de tes photos. Si tu dois les imprimer, déjà du 20 millions de pixels, c'est très bien. J'ai imprimé mes photos de mariage avec un capteur à 20 mégapixels en 75 cm sur 55, c'est juste magnifique, j'ai absolument rien à dire. Par contre, si tu dois faire des grandes affiches de pub, à mettre le long de l'autoroute, etc., alors là, oui, tu vas devoir aller chercher du 47 mégapixels, 50 mégapixels, etc. Mais voilà, si tu postes que sur les réseaux sociaux, honnêtement, même du 12 mégapixels comme le Sony A7S III, etc., c'est honnêtement suffisant pour de la photo, hein. N'oublie pas non plus que le nombre de mégapixels est important, au plus la taille du fichier au final va être grande. Donc au plus tu as de mégapixels, au plus la taille du fichier que tu vas créer, ta photo, va être grande. Donc évidemment, attention au stockage des fichiers, hein, ça coûte au final par la suite. Donc voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Par contre, généralement, les appareils plein format vont être plus lourds et plus encombrants que les APS-C ou les micro 4 tiers. Logique vu que c'est plus grand, etc.
Et au niveau du stockage justement des fichiers, justement, est-ce que l'appareil utilise des cartes SD ou des cartes CF Express? Les CF Express sont plus rapides, mais nettement plus chers. Il te faut savoir aussi si tu as besoin d'une double sauvegarde, donc d'avoir 2 emplacements au final de carte mémoire. Pour le mariage, pour l'événementiel, etc., par exemple, c'est impératif d'avoir 2 emplacements de cartes, parce que si tu perds des fichiers, qu'il arrive un truc sur une des cartes, tu vas pouvoir justement avoir la deuxième en secours. Et si jamais tu as perdu tout parce que tu n'as qu'un emplacement de carte SD, je peux te dire que tu vas vraiment passer vraiment un sale quart d'heure. Donc voilà, perdre des fichiers dans un contexte commercial, c'est honnêtement jamais bon. Et tant qu'on parle justement de l'aspect technique, as-tu besoin d'une rafale rapide? Donc dois-tu figer des mouvements rapides? Si tu es photographe de sport, la rafale évidemment ça va être super important. Pour le portrait, honnêtement, un peu moins. Un Canon R6 par exemple a une rafale de 40 images par seconde. Un R3 dédié au sport, 195 images par seconde. Donc c'est juste gigantesque de se dire qu'en une seconde, tu arrives à avoir 195 clichés de ça. Voilà, mais c'est important pour les photographes évidemment de sport qui ont besoin de figer un mouvement qui se passe rapidement. Si tu vas photographier de la Formule 1, je peux te dire, il va falloir les figer, les trucs qui passent à 320 km/h. Ensuite, vas-tu développer tes photos? En langage basique, vas-tu retoucher avec un logiciel de retouche par après? Si c'est le cas, tu dois prendre un appareil photo qui shoot au format RAW. Si tu veux pas retoucher, mais quand même donner un look à tes images, par exemple, la marque Fujifilm propose des simulations de films, qui est un bon moyen de donner un look particulier sans devoir justement repasser par un logiciel de retouche. Et tu peux quand même au final shooter avec des RAW par après sur ces appareils, donc ça aussi c'est quand même un truc qui est pas mal. Pour moi, si tu veux en fait vraiment aller plus loin dans la démarche artistique de la prise de photo, tu dois retoucher. Mais une nouvelle fois, ce n'est qu'un avis et ce n'est que le mien, tu n'es pas obligé de le partager. À noter que quand tu shootes en RAW et que tu retouches, en fait, tu vas pouvoir justement récupérer du détail sur tes photos par après en post-production. Point suivant, la tropicalisation. C'est le fait que ton boîtier soit protégé contre la poussière, l'humidité, le sable, etc. Une nouvelle fois, ça dépend un peu de ce que tu shootes. Si tu fais du voyage dans le désert ou des photos de ton chat, honnêtement, ça va pas être la même utilisation, ça va pas être le même besoin. Ensuite, justement, dois-tu ou vas-tu faire de la vidéo avec ton appareil photo? Si c'est le cas, le standard actuel, c'est de la 4K. Aller en dessous, ce serait honnêtement légèrement dépassé, et aller au-dessus ne sert pas spécialement à grand-chose à l'heure actuelle. Donc si l'appareil tourne déjà en 4K 25 images par seconde, c'est génial. Si tu veux ralentir tes plans, 50 images par seconde, c'est déjà très bien. Le top du top, évidemment, c'est la 4K 120 images par seconde, mais une nouvelle fois, as-tu besoin de faire d'énormes ralentis de ce que tu vas filmer? Voilà, c'est un truc qu'il faut avoir en tête par rapport à son style justement dans la vidéo. Donc vas-tu faire du gros ralenti si tu viens à filmer? Et enfin, pour cette première partie, tu peux indiquer le budget que tu es prêt à mettre pour ton appareil photo. Et là, je vais être très franc, si c'est en dessous des 1000 €, honnêtement, peut-être reste avec ton smartphone. Vu les technologies au final qu'ils embarquent à l'heure actuelle, voilà, vois vraiment le pour et le contre d'investir dans un appareil à 800 € alors que tu as acheté le dernier iPhone qui filme en 4K RAW, etc., qui a un capteur de 48 mégapixels. Si c'est juste pour avoir le plaisir d'avoir un appareil photo en main, vois à quel prix au final tu juges ce plaisir-là. Et aucun souci à se dire, j'ai un super iPhone, etc., machin chouette, mais j'ai quand même envie d'avoir un appareil, d'avoir des molettes, d'avoir le truc. Aucun souci par rapport à ça. Mais vois juste quel prix est-ce que tu es prêt à mettre justement pour ce plaisir-là. Et là, voilà, c'est génial. Tu as une liste de caractéristiques principales de ton futur appareil photo. Mais on va vers quelle marque? Alors, la première question à te poser, c'est as-tu déjà des objectifs d'une marque particulière? Donc, as-tu un parc d'objectifs conséquent chez un fabricant? Si tu as plein d'objectifs chez Nikon, honnêtement, tu dois directement oublier les autres et aller voir chez Nikon. Si tu en as plein de chez Sony, même chose, va voir chez Sony. Je l'ai dit précédemment, investir au final dans une marque, c'est investir dans un système. On ne peut pas financièrement changer de marque d'appareil tous les ans et se refaire un parc d'objectifs. Ou alors, je sais pas, on a des salaires de 10 000 balles par mois, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Donc voilà, c'est pas possible au final, sauf si on les reçoit par les marques et qu'on est ambassadeur, influenceur, tout ce que vous voulez. Voilà. Par contre, voilà, si tu n'as pas de parc objectif, alors là, tu vas être ouvert à toutes les marques. Alors, tu en as 5 principales: Canon, Nikon, Sony, Panasonic et Fuji. Et là, honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, référence, commentaire.
C'est simple celle-là. Chaque système, au final, est différent et selon moi, chaque marque, en fait, est performante. Ce que je te conseille, moi, c'est vraiment de tester, de prendre les appareils en main et de voir avec lesquels tu te sens le mieux. Canon a des avantages, par exemple, de prise en main, de menu simple et d'avoir des objectifs qui sont totalement incroyables, mais ils sont super lourds, ils coûtent super cher et Canon va souvent faire manquer un petit quelque chose dans ses boîtiers pour que tu aies envie justement du suivant et la monture est fermée, donc ça veut dire que tu vas mettre que des objectifs Canon dessus. Sony, par exemple, c'est tout le contraire. Donc avec Sony, tu peux mettre des objectifs de marque tiers comme Sigma ou Tamron dessus. Leur gamme est très bien définie aussi entre la photo, la vidéo et l'entre-deux. En termes d'innovation, moi je trouve qu'ils sont souvent à la pointe. Par contre, la prise en main, les menus, l'ergonomie, ils font très peu de mises à jour sur leur boîtier, etc. C'est pas exceptionnel. Nikon était nettement à la traîne par rapport aux deux autres géants, mais ils viennent depuis, je trouve, de quelques années, de sortir des appareils hyper attractifs, mais sans jamais faire du waouh, etc. Fuji, ce sont les experts de l'APS-C et des simulations de films, comme j'en ai parlé auparavant. Panasonic a d'excellents micro 4 tiers et des boîtiers incroyables pour faire de la vidéo. Bref, le choix est vraiment propre à l'utilisation et il n'y a pas vraiment une marque meilleure que l'autre. Et même à l'heure actuelle, si je devais refaire un choix, je ne saurais pas si je pense pas que j'aurais refait le même. Enfin, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais de toute façon, ils ont tous au final des années moins bonnes, ils sont tous à la traîne et puis ils rattrapent un petit peu. Et puis voilà, j'ai un peu envie de dire ça s'équivaut au fil du temps. Et le choix d'une marque ne veut pas dire que tu vas devenir un fanboy ou une fangirl spécifique d'une marque. Il faut absolument se défaire de la marque du matériel comme d'une famille avec les guerres entre Canon et Sony sur les forums, etc. Enfin, et machin chouette, je trouve ça. Franchement, c'est lourd. Le matériel, ce n'est qu'un outil qui nous permet d'accomplir notre vision. Donc, ne sois pas agressif envers les gens qui n'ont pas fait le même choix de marque que toi. Donc voilà, teste, loue du matériel et vois vraiment avec lequel, au final, tu te sens le mieux. Et surtout, ne regrette pas ton choix par après en disant oh, j'aurais dû aller chez Sony, machin, j'aurais dû aller chez Canon, machin. Au final, ça va toujours s'équilibrer. Donc voilà, chaque appareil peut vraiment faire des merveilles. On peut vraiment, avec tous les appareils récents, je trouve que c'est vraiment, ça se vaut et c'est vraiment très très bon. Et une dernière chose, n'oublie pas que le marché de l'occasion, ça existe. Tu n'es pas obligé d'acheter du neuf tout le temps. Je te conseille le site justement MPB qui a vraiment un large choix au final. Les appareils sont reconditionnés par le Rééquipe, etc. Et c'est pas du tout un sponsor, il ne me paye pas pour dire ça, mais voilà, ça me semble être intéressant d'aller y faire un tour. Faut pas oublier les offres Black Friday aussi, c'est parfois hyper intéressant pour l'achat de matériel. Donc voilà, si je prends un exemple avec mon super petit tableau qu'on a réalisé ensemble, on va prendre l'exemple de je suis un photographe de voyage, d'aventure, qui voyage partout dans le monde. Je prends des photos de paysages, mais aussi des portraits, des locaux que je rencontre. Je fais quelques vidéos pour mon blog voyage. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'un hybride, car je veux voyager léger, tout en ayant de l'excellent matériel. La taille du capteur, je vais aller sur un plein format pour la profondeur de champ quand je fais justement les portraits des locaux. C'est toujours chouette d'avoir un beau bokeh, etc. En termes de résolution, comme je photographie des paysages, j'ai quand même besoin de cropper un peu et de recadrer. Et en plus, mon but, c'est de vendre des tirages par après. Donc je vais honnêtement y accorder quand même de l'importance avec au moins 30 mégapixels. Je n'ai pas besoin de CF Express, ni de deuxième slot de carte SD, de rafale rapide, etc. Honnêtement, c'est pas vraiment essentiel pour ce que je fais. Évidemment, je vais retoucher pour donner mon look au paysage. Donc, il me faut du RAW et il me faut de la vidéo. Voilà, mais j'ai pas besoin d'aller jusqu'à de la 120 images par seconde pour du voyage, etc. La tropicalisation, c'est essentiel pour le voyage. Donc voilà, j'ai déjà des objectifs Canon, donc je peux partir là, par exemple, sur un R8. Mais le problème, c'est qu'il a 24 mégapixels. Ça passe, mais c'est juste, et pour le même prix, j'ai le R6 Mark I, mais lui, il a que 20 mégapixels. Donc là, voilà, le Mark II, il en a 24 mégapixels, donc je vais devoir peut-être partir sur un R5 qui va être totalement overkill, mais bon, voilà, merci Canon. Ou alors, je prends le R6, justement Mark II, et je loue le R5 quand je sais que je vais faire des grands tirages. Et là, tu vois que par exemple, Canon ne répond pas à mon boîtier ultime qui me correspond au final dans ce cas-là. Mais comme j'ai des objectifs, je m'adapte et je dois voir si l'investissement d'aller vers un R5 vaut le coup par rapport à de la location. Voilà, j'espère vraiment que tu auras maintenant
les pistes nécessaires pour l'achat de ton appareil photo. Si tu souhaites justement soutenir ma chaîne, tu peux t'abonner, liker, commenter. Et si tu recherches des avis matériels, tu peux justement regarder cette vidéo-là ou celle-ci sur comment choisir tes objectifs et comment choisir ton boîtier. On se retrouve tout de suite sur une de ces deux vidéos. Salut!